grand rassemblement. Willia Production Inc. and DTM's Fans Club presents DTM Live Performance. The first Willia Production Inc. Award Presentation Ceremony. After the biggest African and European tour 2012, DTM is back in New York City. The #1 Guinean artist will hit the stage in New York December the 2nd at the place named Cardinal Hayes. Alright, New York, get ready for the biggest African movement of the year. Brought to you by Willia Production Inc. DTM live on stage December the 2nd, performing his famous hits from 5 p.m. to 11 p.m. Including his future new single called Oh, baby, let's do it. Oh, baby, let's do it. So New York, December the 2nd, Cardinal Hayes is the place to be. Check out the address. 650 Grand Concourse in Bronx. Make sure you get your pre-sale ticket immediately. For more infos, call DJ Alpha 347-743-94. MMD Worldwide Shipping, la compagnie championne en expertise, rapidité, fiabilité, confiance et sûreté. Le moyen le plus rapide pour envoyer des bagages, des véhicules et des conteneurs à Conakry, Dakar, Abidjan, Freetown, Lomé et Bamako. MMD Worldwide Shipping, plus de 10 ans d'expérience. Plus de 10 ans d'excellence. MMD travaille avec Grimaldi et Maersk Line, les plus grandes compagnies de transport maritime du monde. MMD vend des matelas exceptionnels aux États-Unis et à Conakry, des pneus de camion garantis et des school bus à un prix imbattable et sans intermédiaire. MMD envoie des camions partout en Afrique à travers le système RORO. MMD envoie de l'argent partout dans le monde et vous offre un taux de taxe incroyable de 3% seulement dans tous les home depots de l'État de New Jersey. MMD Worldwide Shipping est situé à New Jersey. Adresse 25 Lister Avenue, Newark, New Jersey 07105. Pour plus d'informations, contactez Mokhtar Diabaté. Téléphone 973 991 27 99 ou 973 652 71 19 ou 917 578. Voilà. Pour la fête de Ramadan, Royal African Market et Royal Food Market vous offrent donc les meilleurs prix. Voilà. Alors c'est très simple. Vous pouvez donc vous rendre à African Market qui est à 440 East 161e Street. C'est donc vous pouvez visiter notre nouveau store, donc le Royal Food Market qui est donc en 953 Winchester donc Avenue. C'est dans le Bronx et New York. C'est très simple. Vous pouvez donc prendre le train 2 et 5. Vous descendez donc à Interval Avenue et le magasin est juste devant vous. Ils sont ouverts donc de 9h du matin à 9h du soir. Attendez-vous, c'est très simple. Vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, appelez dès aujourd'hui. Mais ceci là au 646 228 86 05 ou bien Monsieur Boy Diallo au 347 500 57 31 et 89. Voilà, tout ce qui est comme la nourriture africaine à la limite pour le transfert donc d'argent en Afrique et puis dans le monde et aussi pour la télévision africaine. Voilà. Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute donc de notre émission Jack Roger Show sur NRI Radio. Voilà, nous avons donc Monsieur Baouri depuis pratiquement 1 heure qui répond donc à nos questions. Le premier volet, c'était donc parler un peu donc de la Guinée. Ensuite, nous allons parler un peu de l'Afrique. Et vous permettre certainement donc de poser au moins quelques questions à notre invité, Monsieur Baouri. Alors, Monsieur Baouri, nous allons aller du côté dans le volet un peu au niveau donc de l'Afrique et de l'Ouest, parler un peu d'économie. Aujourd'hui, la Guinée, si on peut le dire, peut-être a une chance d'avoir sa propre monnaie. Cette monnaie bat certainement de l'aile. De l'autre côté, il y a le franc CFA qui existe depuis plus de 40 ans. Et certains Africains pensent que le sous-développement donc de l'Afrique de l'Ouest ou bien des pays de la zone franc
C'est surtout parce qu'ils bénéficient, ils sont encore sous le joug donc j'allais parler donc de la dictature économique encore de la France. Alors, quelle est certainement votre analyse par rapport à ça? Est-ce que vous souhaitez voir la Guinée rentrer dans le franc CFA ou bien la Guinée maintenir toujours, j'allais dire, son indépendance? Merci parce que c'est une question essentielle. Mais avant de répondre à votre question, je dois montrer un fait que beaucoup de mes compatriotes, dans une certaine mesure, ignorent. La crise politique en Guinée est toujours précédée par une crise économique du fait de l'inflation, les produits qui sont excessivement chers et les salaires excessivement bas. Ce qui fait que l'écrasante majorité de la population n'arrive pas à subvenir à ses besoins, alors que les prix ne font que monter, et de l'autre côté, même si les salaires tendent à suivre, les salaires ne pourront jamais rattraper la montée des prix des denrées, notamment de première nécessité. Imaginez-vous qu'à Conakry, aujourd'hui en Guinée, un sac de 50 kilos de riz vaut à peu près aux alentours de 300 000 francs guinéens, alors que le salaire moyen du fonctionnaire de la hiérarchie A est aux alentours de 800 000 francs guinéens. Cela veut dire que ce fonctionnaire ne pourra s'acheter avec son salaire que au maximum 3 sacs de riz, sans compter les autres nécessités objectives, le transport, éducation des enfants, nourriture, etc. C'est pour vous dire que l'écrasante majorité de la population est écrasée par, cette inflation qui fait que les gens n'arrivent pas à lever la tête, à aller au-delà des besoins primaires pour se pencher sur des questions essentielles de la gouvernance de manière générale. Et ça, c'est le mal de la Guinée. L'inflation a toujours été le précurseur de la crise politique et sociale. Pourquoi? Parce que les pouvoirs laxistes, malgouvernance, la monnaie nationale, il n'y a pas de tabou. Une monnaie se gère dans la rigueur, qu'elle soit dans une zone, qu'elle appartient à une zone ou qu'elle n'appartient pas à une zone. Il faut gérer le pays, l'économie du pays doit être gérée avec rigueur et avec transparence. Je prends l'exemple de la Grèce aujourd'hui. La Grèce a des problèmes parce que son économie est gérée de manière informelle. Les impôts ne rentrent pas. Une bonne majorité de l'élite grecque est en train de placer ses avoirs ailleurs, en dehors du pays, et ne paye pas les impôts. Il va de soi que la Grèce, aujourd'hui, connaît des problèmes. Il en est de même pour la Guinée. Une monnaie nationale, avec une gestion rigoureuse, avec des impôts qui rentrent et qui doivent être là où ils doivent être, permet à ce pays, dans la compétition économique, de tenir la route. Le Cap-Vert, qui a une monnaie locale, a aujourd'hui une telle capacité, disons, en termes de collecte de ressources en devises, qui fait que sa balance, ses réserves sont excédentaires et arrivent à subvenir largement aux besoins du pays, et que la monnaie nationale capverdienne est pratiquement convertible. Donc, il n'y a pas de fatalité en disant qu'une monnaie nationale est nécessairement mauvaise, une monnaie nationale est nécessairement bonne. Tout dépend de la rigueur et de la capacité des gouvernants à gérer correctement l'économie nationale. Et qui dit économie nationale dit forcément une bonne gestion économique et politique du pays. Si nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, nous imposer une rigueur de gérer nos affaires dans l'intérêt de notre population, peut-être qu'un ordre supranational peut nous l'imposer. C'est en cela que dans le cadre de la mauvaise gouvernance endémique
des élites guinéennes jusqu'à présent. Je ne dis pas que ça ne va pas changer. Avoir un ordre supranational qui impose des règles peut permettre, dans une large mesure, à faire que les populations ne travaillent pas pour rien, que leur épargne ne soit pas dilapidée par la mauvaise gestion de l'économie nationale. De ce point de vue, l'ordre supranational, imposant une règle et des rigueurs, peut amener une meilleure gestion des affaires économiques du pays. De ce point de vue, c'est un avantage. Maintenant, pour arriver à cela, il faut des préalables. Et ces préalables nécessitent une gestion économique rigoureuse pour parvenir à avoir la possibilité de s'arrimer à un ordre supranational comme la zone franc. Donc, c'est pour vous dire, quoi qu'il en soit, qu'elle soit une monnaie nationale ou qu'elle soit rattachée à la zone franc, au préalable, il y a une nécessité absolue d'avoir une gestion économique rigoureuse des affaires du pays pour avoir des critères de convergence qui nous permettent progressivement de nous rapprocher des standards des pays de la sous-région. La Guinée, on dit qu'elle est souveraine, mais la Côte d'Ivoire, elle est aussi souveraine. Le Sénégal est aussi souverain. Hein? Tant le Burkina l'est aussi. Et d'ailleurs, tous ces pays sont de loin nettement en avance par rapport à leur performance sur le plan économique de la Guinée. Donc, nous ne pouvons pas nous enorgueillir de dire que le fait d'avoir une monnaie nationale guinéenne, c'est un plus par rapport aux autres pays de la sous-région. Notre gestion laxiste nous amène à appauvrir nos populations et ces populations n'arrivent pas à avoir le même niveau de vie que les autres pays de la sous-région, ce qui fait que nous avons une diaspora qui est éparpillée un peu partout dans la sous-région. Donc, pour me résumer, d'abord, il faut une gouvernance crédible, rigoureuse, pour envisager les mesures et les transformations de l'ordre économique national. Si vous avez une gouvernance rigoureuse et crédible, toutes les chances peuvent être permises à une émergence économique d'un pays comme la Guinée, puisque les potentialités sont réelles. Mais il faut au prime d'abord avoir une gouvernance crédible, rigoureuse et gérant les choses avec transparence pour nous permettre d'avoir les fondamentaux qui permettront, dans un second temps, à la gouvernance politique de dire oui, j'ai intérêt à être dans une zone franc ou non, ma spécificité de monnaie locale, puisque je parviens à gérer mes affaires de telle manière que ma monnaie est devenue convertible, de fait, c'est à ce moment-là que la souveraineté nationale peut intervenir pour dire nous optons pour la monnaie nationale ou nous optons pour le rattachement à une zone franc. C'est une question d'opportunité, c'est une question de construction politique et de construction économique qui ne peut pas se décider à l'emporte-pièce en disant de manière dogmatique je suis pour ça ou pour ça. Au prime abord, il faut une gouvernance crédible, sérieuse pour permettre au pays progressivement de rattraper son retard, de mettre les fondamentaux en place pour décider dans un second temps si oui, on est pour la zone franc ou non, on garde notre monnaie nationale. Attitude pragmatique, mais d'une efficacité certaine. D'accord. Je comprends bien comment la Guinée doit garder son indépendance en entendant certainement donc de répondre à cette question, si je comprends bien. Non, je veux tout simplement dire qu'il faut d'abord une gouvernance crédible, une gouvernance sérieuse, que les impôts rentrent, que l'économie soit organisée, que l'infrastructure économique ne soit pas le truc informel, que les ressources ne soient pas dilapidées. Par exemple, le taux d'imposition est environ de 11% du PIB en Guinée, alors qu'il est de 20% dans les autres pays limitrophes. Pour rattraper plus de ce gap, il faut au prime abord
une infrastructure, une administration fiscale crédible, structurée et des infrastructures qui permettent de gérer correctement le tissu économique. Vous ne pouvez pas sauter cette étape. Et donc, il faut une gouvernance crédible, sérieuse, pour mettre l'organisation qu'il faut pour organiser économiquement le pays, pour rattraper les autres. Lorsque vous aurez rattrapé les autres, à ce moment-là, vous pouvez décider, oui, pour solidarité régionale, il y a un intérêt pour éviter les primes de change et autres, ou bien j'ai intérêt à garder ma monnaie, comme la Suisse le fait par rapport à l'euro, pour des questions d'opportunité nationale. Alors, par rapport... D'emblée, vous ne pouvez pas dire je suis pour la zone franc ou pour la monnaie nationale. Il faut amener, comme en Guinée, la monnaie nationale est faible, elle est mal gérée, il faut amener d'abord l'économie à bien gérer pour avoir une monnaie en mesure d'être convertible. Si elle est en mesure d'être convertible, alors vous avez la possibilité de choisir. Alors, certaines personnes disent que le franc guinéen, que ce soit le franc guinéen ou bien le franc CFA, sont surévalués, ce qui explique certainement en grande partie le triple déficit, j'allais dire, de balance de paiement, à savoir services, capitaux et puis et commercial. Faut-il dévaluer un peu ces deux monnaies? Quand vous prenez par exemple un peu la Corée du Sud, qui est donc une 15e puissance mondiale, pour avoir 1 euro, il faut au moins 1500 won, voilà. Quand vous prenez aussi l'Inde, qui est un pays émergent, pour avoir 1 euro, il faut 12 000 roupies. Vous comprenez, hein? Alors, dans cette situation, alors que pour le franc CFA, il faut avoir, pour 1 euro, il faut avoir 655. Et certaines personnes pensent que ces monnaies sont surévaluées, il faut les dévaluer. Est-ce que vous êtes un peu d'avis avec ces personnes qui pensent ainsi? Je suis d'accord sur le fait de dire que par rapport au franc CFA est surévalué par rapport à l'euro. Ça, c'est certain. On rattache la monnaie des pays économiquement faibles à la monnaie d'une zone, l'une des plus prospères du monde. Il y a une aberration. C'est comme si on veut faire courir un boiteux avec des gens qui sont des athlètes super entraînés. On sera toujours à la traîne. Mais ce n'est pas une question qui repose simplement sur la question de la monnaie. La monnaie ne reflète que l'état de l'économie d'un pays. Les pays africains n'ont pas une infrastructure économique leur permettant suffisamment d'exporter, de vendre à l'extérieur. Les produits vendus, ce sont des produits de rente, les produits de cacao, café, ou bien l'extraction minière brute, bauxite, fer et autres. Alors qu'il faut qu'il y ait des produits ayant une certaine valeur ajoutée. Ça, c'est le premier élément. Des produits ayant une certaine valeur ajoutée capables de créer des richesses. Le deuxième élément, vous ne pouvez pas rivaliser économiquement et commercialement avec des pays super développés. Le commerce interafricain est d'une extrême pauvreté. Il n'y a pas de voie permettant suffisamment le développement du commerce interafricain. Il faut qu'économiquement que les zones s'interpénètrent. Vous pouvez vendre à la Guinée le riz récolté par le Mali, vice-versa, au lieu d'aller chercher le riz en Thaïlande et autres. C'est pour dire que d'abord, il y a une cohérence économique qui peut permettre d'avoir une monnaie pour cette zone reflétant les réalités et les capacités économiques de cette zone. Si on est toujours considéré comme des pays devant fournir des matières premières de base, il va de soi que la situation actuelle va se pérenniser et on n'en tirera aucun profit.
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé un peu du Sénégal il y a un peu longtemps. Bon, le président français, Monsieur François Hollande, qui était donc au Sénégal en visite il y a déjà quelques semaines, disait que donc le temps donc de la France-Afrique est donc résolu. Il faut maintenant faire place certainement à un partenariat entre les États souverains. Nous savons que Monsieur Sarkozy, quand il est arrivé au pouvoir, il avait dit pratiquement la même chose. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette déclaration peut-elle certainement sonner réellement donc le glas, j'allais dire, de la France-Afrique? Non, la France-Afrique est une réalité et dont les ressorts doivent être connus. Je pense que dans une large mesure, la France-Afrique est beaucoup plus gérée aujourd'hui par des Africains, beaucoup plus que par des Français. Et si vous remarquez comment certains pouvoirs politiques, tant bien que mal, essayent d'assurer leur stabilité et leur pérennité au pouvoir, vous devez vous rendre compte que ce n'est plus de l'axe nord-sud, mais c'est du sud-nord que la force de la France-Afrique est beaucoup plus présente. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des réalités politiques qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Ce n'est pas par un décret qu'on peut changer ça, c'est par, disons, de nouveaux types de rapports qui se construisent au fil du temps avec une démocratisation de nos sociétés, un renforcement de nos institutions démocratiques pour que les décisions et les choix fondamentaux soient décidés par les citoyens des pays africains. Dès qu'il en sera ainsi, les pouvoirs occultes auront moins de prise sur, disons, les décisions des populations. Et c'est dans le sens de la démocratisation de nos sociétés, dans le sens du renforcement des institutions, pour que ces institutions aient réellement l'essentiel du pouvoir, c'est ça qui fera que des officines comme la France-Afrique perdront leur influence et devront se ranger dans des normes qui utilisent les formes classiques, disons, d'action publique ou d'action politique. Donc, si je comprends bien, les chefs d'État, les petits chefs d'État dictateurs ont beaucoup plus besoin de la France-Afrique que les présidents français, si je comprends bien. Alors, et un peu du cas donc du Sénégal, le Sénégal qui est donc l'un des rares pays en Afrique à n'avoir pas connu de coup d'État, où il y a quand même ensemble, il y a une démocratie qui se pratique là-bas. Ça fait pratiquement bientôt 8 mois que M. Sall est à la tête du pays. Quel est le bilan qu'on peut faire? Est-ce que vous pensez qu'il y a déjà des avancées sur M. Wade, M. Sall que M. Wade? Non, comme il vient de procéder récemment à un remaniement, je pense que l'arrivée de M. Sall au pouvoir ouvre de nouvelles perspectives pour le Sénégal. Premièrement, ça a consolidé les institutions démocratiques sénégalaises. Et parce que ces institutions risquaient d'être malmenées par la volonté du président Wade de se représenter et de perdurer au pouvoir. L'arrivée de M. Sall consolide les institutions démocratiques et permet à la société civile sénégalaise de se rendre compte qu'elle détient la souveraineté nationale parce qu'elle a pesé d'un poids certain pour que les institutions, par le processus démocratique, finissent par avoir leur dernier mot. Le reste, c'est à construire. L'économie, ce sont des faits têtus. Il faut y travailler, il faut avoir des opportunités. Mais d'ores et déjà, le Sénégal a remporté une grande bataille au point de vue institutionnel et au point de vue sociologique. Ils sont à féliciter et c'est un exemple dans un monde chaotique qui l'environne. Vous avez parlé de ce monde chaotique et cela nous permet donc de parler un peu donc de la Côte d'Ivoire où les choses vont deux fois de charib en si là. Alors la Côte d'Ivoire n'est pas pratiquement un peu le Sénégal. Il y a des successions là-bas de façon, j'allais dire, calamiteuse. Vous avez le chef de l'État, le nouveau chef de l'État ivoirien a suscité beaucoup d'espoir après donc son avènement donc à la tête du pays. Bientôt 2 années après, c'est un bilan qui est assez mitigé. On parle aujourd'hui donc de violations graves donc des droits de l'homme
l'homme actuellement en Côte d'Ivoire, alors que le chef de l'État ivoirien était celui-là même qui avait fait donc des droits de l'homme un peu son combat depuis pratiquement 20 ans. Comment vous expliquez cela? Non, c'est difficile de se prononcer comme cela sur la complexité des réalités des pays, comme un pays comme la Côte d'Ivoire. Mais à titre personnel, ce que je peux dire, c'est que la dynamique de la réconciliation nationale n'a pas suivi le chemin que ça allait suivre. On ne termine pas la guerre par, disons, l'exil ou par l'enfermement simplement, disons, des anciens contradicteurs. La guerre nécessite un processus assez lent de reprise de la confiance, surtout lorsque c'est de manière irrationnelle que très souvent les conflits sont nés. Ce n'est pas des intérêts objectifs, très souvent, qui opposent les uns et les autres, c'est des intérêts ou des relations, j'allais dire, irrationnelles ou subjectifs de telle ethnie, de telle autre ethnie. Ça nécessite une autre thérapeutie que simplement une thérapeutie d'emprisonnement ou d'éloignement ou de Cour pénale internationale. Ça nécessitait une autre procédure lente de réconciliation nationale, comme l'Afrique du Sud avec M. Mandela l'a engagé à la fin de l'apartheid. Parce que d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas dire que le nombre de morts sous l'apartheid est insignifiant par rapport au nombre de morts qu'on a connus en Côte d'Ivoire, par exemple. Les situations ne sont pas du tout similaires, mais la résolution des problèmes, malgré les morts, malgré le nombre de personnes qui ont perdu les leurs et les massacres et leur horreur, ça a nécessité une approche, j'allais dire, pragmatique, privilégiant les dynamiques de réconciliation et non pas les dynamiques d'éloignement ou d'écrasement de l'adversaire. Parce que dans ce processus, on ne peut jamais être certain de pouvoir totalement étouffer ou écraser l'adversaire. Il peut toujours rebondir et le même cycle sans fin peut continuer et la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin de cela. Donc, je comprends bien, la présence de M. Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale n'est pas tellement justifiée à votre avis. Il aurait fallu seulement qu'il soit jugé. Je pense que le gouvernement ivoirien a perdu une opportunité de gérer les problèmes ivoiriens en fonction du contexte ivoirien et le fait de l'avoir envoyé à la Cour pénale internationale l'enlève disons, c'est une carte en moins pour la gouvernance ivoirienne dans la dynamique de la réconciliation nationale. Alors, et bon, certaines personnes aussi ne comprennent pas si M. Laurent Gbagbo, puisqu'on dit qu'il est co-auteur, si on dit qu'il est co-auteur, ce qui veut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées. Alors, jusqu'à présent, du côté de M. Alassane Ouattara, personne n'a été donc inculpé. C'est un peu, est-ce qu'on peut parler de justice des vainqueurs actuellement en Côte d'Ivoire, à votre avis? C'est à ce niveau-là que je pense qu'il y a eu un hiatus, qu'il ne fallait pas tomber dans ce piège. Il fallait garder M. Gbagbo en Côte d'Ivoire et avoir des mécanismes internes au niveau de la société ivoirienne, au niveau de sa justice, pour régler le problème et que ça soit entre les mains des décideurs ivoiriens pour savoir ce qu'il faut faire à un moment donné. Est-ce qu'il faut l'amnistie, comme l'Espagne l'avait fait à la mort de Franco, pour taire la division de la société espagnole, ou bien est-ce qu'il faut passer par un jugement qui pourrait condamner? Tout cela, c'était des possibilités qui étaient entre les mains des autorités ivoiriennes, mais le fait de l'avoir envoyé à la Cour pénale internationale empêche aujourd'hui la gouvernance ivoirienne, même si elle le souhaitait, d'avoir une main sur le dossier de M. Gbagbo. C'est entre les mains de la communauté internationale avec sa logique et ses intérêts et qui ne correspondent pas, des fois, avec les intérêts de la réconciliation et de la stabilité de la Côte d'Ivoire.
Alors, nous allons parler un peu du dossier un peu malien. Est-ce que vous êtes pour ou contre certainement l'envoi d'une troupe étrangère au Mali pour tenter donc de régler ce problème? Bon, c'est compliqué. D'abord, il faut que les Maliens se défendent eux-mêmes. Il faut que l'armée malienne assume ses responsabilités par rapport à l'intégrité du territoire malien. Et ça, c'est la première des choses. Si ceci est fait, libre aux autorités maliennes de demander le concours extérieur, disons, de puissance régionale ou de puissance internationale pour coopérer, pour aider l'armée malienne à recouvrer la totalité de son territoire. Ok, d'accord, voilà. Et la présence donc de M. Sanogo, est-ce que vous conseillez certainement l'exil à M. Sanogo ou bien selon vous, il est parti prenant certainement donc de la résolution du problème malien, à votre avis? Je suis un peu désespéré de voir qu'il a fallu attendre 2 mois avant la fin du mandat de M. Amani Toumani Touré pour procéder à un coup d'État. Ça m'a semblé très inopportun, alors que le changement constitutionnel aurait pu permettre, disons, de passer aux questions essentielles. Mais l'élite politique malienne a failli dans une conception d'un consensus pendant plus de 10 ans où il n'y avait presque ni opposition, tout était confus et ça a permis à des intérêts mafieux, à des intérêts liés au narcotrafic de s'approprier le nord du Mali avec la complicité de certains hommes placés au niveau de Amani Toumani Touré, pour ne pas le citer lui-même, et ça a favorisé, disons, l'éclatement et la désorganisation du Mali, alors que les populations touareg qui avaient besoin de modernité, de progrès, d'infrastructures sociales, se sont vues abandonnées au profit de ces mouvements djihadistes qui s'apparentent plus à des mouvements de colonisation que des mouvements de libération. Alors, parlons un peu du Burkina Faso. Après donc près de 25 ans à la tête du pays, M. Blaise Compaoré parle encore donc d'un programme. Certaines personnes pensent qu'il veut encore tripatouiller la Constitution pour se représenter encore d'ici 3 ans. Quelle est certainement votre analyse par rapport un peu à la longévité de M. Blaise Compaoré à la tête donc de son pays? Non, je pense que de ce point de vue, il y a la société civile burkinabé a un travail à faire. M. Wade aurait voulu s'éterniser au pouvoir, mais la société civile sénégalaise, avec les capacités de compromis internes au niveau de la classe politique sénégalaise, a permis de ne pas prolonger la longévité au pouvoir de M. Abdoulaye Wade. Donc, et de manière très pacifique et très démocratique, la longévité de certains dirigeants au pouvoir affaiblit leur pays et leur succession, très souvent, au lieu d'aller dans un sens consensuel et pacifique, de manière démocratique, se fait toujours par la violence, ce qui serait dommage pour des pays comme le Burkina Faso. Il faudrait que le président actuel parvienne par lui-même à organiser une sortie qui permettrait à son pays d'évoluer dans un sens où la stabilité et les institutions seront confortées encore davantage et non pas que ce soit laissé à l'improvisation ou à des aventures comme des pays non connus. Alors, les perspectives donc de l'Afrique de l'Ouest, comment voyez-vous l'Afrique de l'Ouest d'ici 5 à 10 ans? L'Afrique de l'Ouest est en crise, elle est en crise majeure. Les institutions sont remises en question, l'État en tant que tel ne correspond plus aux exigences des populations et il faudrait repenser un autre État, repenser une autre orientation qui permettrait à ce qu'émergent de véritables institutions démocratiques stables
ayant la légitimité nécessaire pour perdurer et ne pas être victime, disons, des aléas de politique comme on le connaît actuellement. Et pour cela, il faut en même temps une modernisation de l'action politique, mais aussi une capacité de répondre aux attentes des populations dans le sens du chômage, dans le sens de l'amélioration de leur bien-être. Les deux doivent aller de pair. La politique seule ne suffit pas, l'économique seule ne suffit pas. Il faut que les deux aillent ensemble pour qu'il puisse y avoir des États solides et des institutions crédibles. Alors, merci beaucoup, Monsieur Baouri. La toute dernière question, cela va nous amener un peu à parler un peu donc de la Guinée. Vous avez parlé donc de repenser une autre orientation, une modernisation donc du paysage politique. En Guinée, par exemple, certains Guinéens se disent que ces deux blocs, que ce soit le bloc de l'opposition et le bloc du parti au pouvoir, sont pratiquement dépassés par les événements. Il faut donc une troisième voie. Vous, par exemple, à l'UFDG, vous avez quitté l'UFDG pour créer un autre parti. Alors, certaines personnes voient à l'avènement du bloc libéral du Dr Faya Milmono comme une solution ou bien une voie. Quel est certainement votre avis par rapport à ça? Non, c'est encore beaucoup plus complexe. À l'heure actuelle, si on remarque bien les choses, et l'opposition et le pouvoir, à quelques exceptions près, ce sont les mêmes qui sont en compétition pour le pouvoir. Donc, il n'y a pas une réelle remise en cause du système en place. Parce que que ce soit du côté même de notre côté, M. Sénégalin, M. Sidia, M. Lansana Kouyaté, et de l'autre côté, vous avez Fall, vous avez, comment il s'appelle, Fodé Bangoura, etc., Piridi Bangoura, de part et d'autre, dans une certaine mesure, ce sont les héritiers de Lansana Conté qui sont en compétition dans la dynamique actuelle du pouvoir en Guinée. Et c'est en cela qu'il y a un grave déficit, parce qu'on ne remet pas en cause le fondement du système qui a perduré et qui a été, dans une certaine mesure, récupéré par Alpha Condé. La question des droits de l'homme, la question des institutions démocratiques, la question de la répartition des richesses, tout cela ne sont pas posés, et c'est en cela qu'il y a un vide dans le discours politique, dans les projets que les politiques font entendre. Et à l'UFDG, nous cohabitons également avec cette dynamique, et c'est la raison pour laquelle j'insiste et je dis que ce qui se passe à l'UFDG, c'est l'expression de deux courants politiques qui transcendent même les frontières de l'UFDG et qui recouvrent l'ensemble de la société guinéenne, qui sont en compétition. Mais pour que ça soit porteur, pour que ce soit une innovation dans le sens de la transformation politique du pays, il faut que ça s'exprime de manière claire, de manière logique et de manière, disons, globale, pour permettre aux uns et aux autres de savoir, derrière cette ligne politique, il y a la question de la distribution de la richesse, il y a la question de la construction nationale, il y a la question de la crédibilité des institutions et de leur légitimation, il y a la question des droits de l'homme et des rapports du citoyen par rapport à l'État qui sont posés. Ce n'est pas l'expression d'une ambition personnelle pour arriver au pouvoir, pour s'installer et faire perdurer le néopatrimonialisme, c'est-à-dire l'accaparation des richesses nationales au service d'une clientèle politique en oubliant l'écrasante majorité de la population, qu'elle soit malinquée, sous-sous-pole, forestier. La justification de l'accaparation des richesses passe par l'instrumentalisation des différents ethnies. Ce que M. Alpha Condé fait aujourd'hui. Sa volonté, c'est s'accaparer des richesses avec son fils
et avec un clan au détriment de l'écrasante majorité des Guinéens. Et ça, lorsqu'il parviendra au bout de son processus, et les Malinqués, et les Peuls, et les Forestiers, et les Soussous pleureront parce qu'ils seront complètement lésés. Alors, encore une fois, M. Baouri, est-ce que vous avez besoin d'une minute de pause avant de prendre quelques réactions des auditeurs ou bien nous pouvons continuer? Non, une minute de pause pour me permettre de boire un peu d'eau. D'accord, voilà. Alors, nous allons vous permettre donc de souffler un tout petit peu et puis voilà, nous allons prendre au moins peut-être une quinzaine, vingtaine de minutes pour des questions donc des auditeurs. Et puis voilà, nous revenons donc à vous un peu plus tard. Alors, merci beaucoup encore, M. Baouri. Alors, DTN Fans Club presents